Bonsoir, bonsoir, comment allez-vous? Isabelle, Véronique. Alors, nous allons sur notre petit rituel des, des bonsoirs. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Bienvenue, bienvenue à toutes et à tous à ce rendez-vous hebdomadaire, du mardi 21h. Moi aussi, Laura, je suis contente d'être de nouveau ici. Manuela, Fabienne, Diane, Louise, comment allez-vous? Claire, Denise. Bon, alors je vous laisse arriver. On va faire notre petite introduction. Bénédicte, Olivier, Elodie. Le son est bas. Le son est bas. Ah bah oui, c'est normal. C'est normal, Isabelle, parce que je m'étais trompée. Annie, bonsoir. Alexandra, bonsoir. Véro, ça va? Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va? Vous m'entendez bien? Nous sommes tous au rendez-vous. On est tous là? On est tous là? Donc aujourd'hui, nous nous sommes proposés de parler et de continuer un petit peu à parler de la perversion, ou plutôt de vraiment parler de la perversion, puisque la fois dernière, nous avions plutôt parlé de ce qu'on appelle, et Chantal, Laetitia, ok, merci Véro, et Natacha, Fabienne, merci, le son est mieux, on s'améliore, Magda, et de continuer à parler de la perversion, de ce mécanisme. La perversion, c'est un mécanisme psychique. Solange, Véronique, Sabine, Fouchia, Christine, bonsoir, Mathieu, si on va dire Sylvain, on va regarder un petit peu ce qui se passe. Jean-Loup, bonsoir, Kamal, Marine, Laurine. Bon, on va faire comme si nous étions Charles. Bonjour, bonsoir, Charles. On va faire comme si nous étions tous là. Et donc, nous allons commencer. Parce que Floriane, Sylvie, Lazarou, Sylvie Lazarou, bonsoir. Donc, je disais qu'aujourd'hui, nous allons parler de la perversion. Enfin, nous allons faire une petite approche. Sophie, moi de même, Monique, nous allons faire une petite approche à la perversion. Donc, nous avions déjà vu la fois dernière, et qui était très important à souligner, c'est que la caractéristique principale, et on va parler d'une attitude perverse, on va dire quand la jouissance n'est capable d'être obtenue que d'une seule manière. C'est-à-dire qu'il n'existe pas la possibilité pour le sujet de changer de manière pour obtenir une jouissance. Donc nous allons voir un petit peu ce que ça veut dire. Bonsoir Michel. Donc Freud, il va nous dire, et ça c'est très important, Freud nous dit la prédisposition à la perversion, ce n'est pas quelque chose de bizarre ni quelque chose de spécial. C'est une partie de la constitution qu'on appelle normale. Donc, ça veut dire que comme toujours, Freud y va venir un petit peu, on va dire, d'une certaine façon. Alors, attendez, on m'appelle, on va dire, pardon. Alors, attendez, 2 secondes, je vais faire ça pour voir si c'est possible. Et donc, Freud, comme toujours, ce qu'il va faire, c'est un apport pour souligner en fait les préjugés que nous avons. Nadine, bonsoir. Nous avons des préjugés, donc sur la perversion, nous avons bien évidemment des préjugés. Donc Freud va venir nous montrer, à partir de l'étude qu'il a fait à partir des patients, dans ce cas-là, c'est du fétichisme. Il va donc, à partir de là, nous montrer comment fonctionne le mécanisme de la perversion.
Donc c'est un mécanisme que nous utilisons tous. Ne croyons pas que ça fait partie simplement puisque, de, certains pervers, sinon que nous avons, comme il va nous le dire déjà en 1905 dans les 3 essais, sur, la théorie sexuelle, il va déjà nous dire à ce moment-là que notre disposition est perverse et polymorphe. Donc elle est perverse dans le sens où nos rencontres ou nos rapports sexuels ne sont pas toujours destinés à la reproduction. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui va être dans la lecture de cette perverse. Donc quand il va nous dire que l'enfant apparaît, se présente comme, polymo polymorphe, perverse. C'est-à-dire qu'il a la capacité de jouir de tout son corps et que sa sexualité, ben, elle n'est pas faite pour la reproduction, comme vous le savez. Abdella, Corinne et Antonio, bonsoir. Et donc, donc, elle est, perverse parce qu'elle n'est pas, faite obligatoirement pour la reproduction et en plus, elle est polymorphe parce que ce tout n'est pas orienté exclusivement sur les parties génitales, sinon que c'est tout notre corps qui a la possibilité de jouir et chez l'être humain, c'est pas simplement le corps, de chair, sinon que c'est le corps du langage. Donc nous devons savoir que là où, non, un des plus grands plaisirs de l'être humain, c'est la possibilité de la parole, la possibilité de parler. Vanessa, Najat et donc rappelons un petit peu puisque tout va toujours commencer perverse au sens de la morale judéo-chrétienne, exactement, non? C'est-à-dire avec, ces préjugés qui existent et qui continuent à exister, hein, bonsoir. Donc, rappelons-nous qu'au moment de la constitution de notre appareil psychique, nous allons tous traverser, Waed, bonsoir, nous allons tous traverser ce développement de notre vie sexuelle. Nous allons tous appréhender le monde à travers ces zones érogènes qui vont être prédisposées à une satisfaction érotique. Et nous allons devoir, dans ce processus de développement, nous allons devoir bien évidemment nous éloigner de nos premiers amours, donc des parents principalement. C'est-à-dire que nous allons devoir renoncer à ces premiers amours, puisque ce sont des amours impossibles. Et nous allons devoir donc y renoncer, puisque ce sont des amours impossibles et des amours incestueux. Non, Freud dit que sinon on resterait en famille et le monde n'existerait pas si nous ne faisions pas le travail, puisque c'est un travail de nous séparer de ces premiers amours. Donc on va renoncer à la mère pour avoir la possibilité d'avoir toutes les autres femmes et il va falloir renoncer à ces objets incestueux d'amour. Et que quand nous allons donc, on va se détacher de ces objets incestueux par et grâce à la répression primordiale. Cette répression primordiale qui va et cette répression primordiale qui va donc constituer l'inconscient. L'inconscient, c'est à partir de là que l'inconscient du sujet va se constituer, c'est-à-dire qu'il va introjecter ses amours incestueux, il va les garder dans l'inconscient. Arturo, bonsoir, Carinette. Donc il va les garder pour pouvoir continuer sa relation. Il dit non, non, moi je ne renonce pas, d'accord, vous voulez que je renonce, je vais renoncer d'une partie, mais pas de l'autre. C'est-à-dire que dans la conscience, apparemment j'ai renoncé, et je transforme ce grand amour que j'avais pour ces objets, ces premiers objets, en des amours un peu plus, on va dire, ambigu, ambigu, donc avec une certaine tendresse et tout ce qu'il peut y avoir à côté. Mais disons que ces parents, ben, ils vont être introjectés dans l'appareil psychique et ils vont prendre la place de ce qu'on appellera plus tard le surmoi. Sandre, bonsoir. Et donc tout ça pour vous dire que ces relations donc, vont devenir inconscientes. Donc, on va oublier ce qui nous est arrivé dans cette première enfance. Elles vont devenir inconscientes et mais dans la majorité des cas,
c'est que le, renoncer à ces premiers objets d'amour ne va pas être fait tout à fait correctement. C'est-à-dire qu'ils vont se représenter régulièrement. Que se séparer de la mère, c'est un travail qui est, qui peut mettre un certain temps, non? C'est-à-dire renoncer vraiment à sa mère, c'est un travail psychique qu'il faut réaliser qui met un certain temps, on peut dire, par exemple. Et que quand on n'a pas, ben, on a tendance à répéter donc dans nos relations extérieures actuelles, des relations qui ressemblent beaucoup à ces relations incestueuses. Mmh. Mais bon, c'est pas le sujet de notre conversation d'aujourd'hui, c'était une façon d'introduire un petit peu, on va dire, c'est pour ça qu'on va présenter la psychanalyse non que comme, on va présenter la psychanalyse comme une méthode de transformation et de connaissance, qui va nous aider à pouvoir répondre à la réalité, non pas avec mes fantasmes, sinon à la réalité en tant que telle. D'accord? Et c'est ce que le premier travail, on va dire, qu'on va faire en psychanalyse, c'est pouvoir aider le patient à séparer sa réalité psychique de la réalité matérielle. Parce que dans la réalité psychique, il a, qu'est-ce qu'il a? Des fantasmes. Il a des fantasmes qui n'existent pas obligatoirement dans la réalité ou qui existent, mais de toute façon, ils ont été transformés. Donc, c'est une manière pour, on va dire, apprendre à dire oui, apprendre à dire non, pour, on va dire, s'engager, avoir la possibilité de participer, Sandrine, bonsoir, de participer à des projets et d'apprendre principalement, puisque c'est comme ça que Freud va définir une personne, Jalila, bonsoir, une personne saine en disant que c'est une personne qui sait aimer, parler et travailler. D'accord? Comme quoi, non, nous pouvons tous, utiliser, ces verbes, mais à savoir comment nous les utilisons. Donc, pour pouvoir réussir à faire notre propre vie, pas suivre ce qui est établi, ce qui est pensé pour nous. Donc, comme nous le savons, l'enfant va attribuer, donc ce petit garçon, cette petite fille va attribuer à sa mère ce qu'on appelle un phallus, c'est-à-dire un grand pouvoir. Elle peut tout. Donc, face à mon impuissance de petit garçon qui ne peut rien faire sans elle, je vais lui attribuer un phallus, c'est-à-dire pas seulement un pénis, sinon on va dire que ce qui est attribué à la mère, c'est un phallus. C'est le pénis que la mère n'a pas, le phallus. D'accord? Donc c'est quelque chose qui n'existe pas chez la mère et que le petit garçon, bah, il devrait passer par cette étape, c'est-à-dire castrer sa mère. Et castrer sa mère, ça veut dire dans sa réalité, non, dans son fantasme, puisqu'il attribue quelque chose qui n'existe pas à sa mère et qu'il faudrait donc, parce que quand il attribue ça à sa mère, ça veut dire que sa mère est immortelle. Et si sa mère est immortelle, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, que lui aussi. D'accord? Donc, Rania, bonsoir. Boubaker, bonsoir. Claude. Et donc, on va voir qu'il va être nécessaire pour nous tous de castrer cette mère qui peut tout, non, à qui nous avons donné tant d'attributs, d'illusions, d'attributs qui n'étaient pas réels. Puisque, donc ce sont des attributs qui vont la compléter, non? Qui vont la rendre donc immortelle d'une certaine façon et qui donc vont compléter de la même façon. Parce que si ma mère est complète, ça veut dire que moi aussi, non? Donc l'illusion qu'il existe un être humain complet. Macha, bonsoir. Et on va voir que le père, c'est-à-dire qu'il va devoir se séparer, ou que le travail que tous nous devons faire, c'est nous séparer de cet idéal phallique, de nous éloigner, non, de cet idéal. Mais on va voir que le pervers, ce qu'il fait, il dit bon, vous voulez que je m'éloigne? Non, 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 je ne vais pas le faire. C'est-à-dire qu'il va, lui, il va avoir une attitude où il va nier l'absence du pénis. D'accord? C'est-à-dire qu'il va nier l'absence, Anna, bonsoir, Rima, bonsoir, il va nier l'absence du pénis chez la petite fille ou chez la femme. C'est-à-dire qu'il va nier la différence sexuelle. Et donc, il va utiliser un certain mécanisme pour pouvoir nier cette situation.
C'est-à-dire que j'ai bien vu, le petit garçon, il a bien vu que la petite fille n'a pas de zizi comme lui, mais il va nier cette réalité. Il a bien vu que sa mère n'a pas de pénis, mais il va nier cette réalité. Et comment il va le nier? Il va utiliser ce qu'on appelle le fétiche. Il va utiliser un autre élément qui va compléter l'objet, hein. Donc, par exemple, alors attendez, c'est-à-dire que, on va regarder par exemple, alors attendez, je vais retourner, on va dire que par exemple, dans une relation sexuelle, le pervers, pour l'appeler d'une certaine manière, encore que je n'aime pas, j'ai l'impression que je l'insulte, alors que ce n'est pas une insulte, Véro bonsoir, ce n'est pas une insulte, c'est une position psychique, d'accord? C'est une position psychique où il va nous décrire donc que lui et elle se retrouvent, mais lui, il n'a pas d'érection si elle, elle ne porte pas de culotte rouge, si elle ne porte pas de talons aiguilles, si elle n'a pas ce petit fétiche dont il a besoin pour attribuer à cette femme qui n'a pas de pénis, un pénis. Et donc, ce fétiche va avoir la valeur de pénis pour lui, hein. Donc, on voit comment cette réalité psychique n'a strictement rien à voir avec la réalité matérielle, hein. Et là, tu dit pourquoi je tombe sur ça. Oui, on peut toujours se demander. Donc, parce que en fait, il va dire qu'il n'y a pas de possibilité d'érection, donc si l'acte sexuel n'est pas réalisé avec ce fétiche. Et Freud, il va nous dire que pourquoi n'est-il cette différence? Et pourquoi n'est-il cette différence? Bah parce qu'il devrait, si la différence existe, non? Si la différence existe, parce que la différence, on va voir, il la nie pas, il la répudie. Il sait que la différence existe, mais il va répudier, il va dire non, je ne veux pas. Non, on dit que le pervers, il connaît la loi, mais il dit je m'en fous. Moi, je ne la respecte pas. Non? On va voir après avec la différence un petit peu avec le névrosé. Jean-Richard, bonsoir. Carinette, quelle est la différence entre un pervers et un névrosé qui érige un objet en fétiche? Donc le névrosé, il n'utilise pas d'objet en fétiche, hein, on va dire, enfin dans ce mécanisme, dans ce mécanisme, hein. Donc on va voir que le fétichiste, donc, il va utiliser donc cet objet qui va venir couvrir l'absence qu'il ne supporte pas, non? Puisque l'absence vient lui dire les deux sexes existent, la femme existe, et ça c'est insupportable pour lui. D'accord? Parce que si la femme existe, ça veut dire que, elle l'a perdu, et si elle l'a perdu, lui peut le perdre aussi, et comme il craint perdre, ben, il préfère lui mettre quelque chose et comme ça il se protège lui. D'accord? C'est bon Yasmina? D'accord, on comprend? C'est-à-dire que pour éviter, c'est-à-dire qu'il y a une attitude avec ces idées qui correspondent à ce développement infantile. C'est-à-dire que, non, penser ça chez un adulte, ça paraît un petit peu ridicule. Mais c'est qu'il y a encore donc cette vie infantile qui vit dans sa réalité psychique et qui commande. Stéphanie, ça coupe. Je suis désolée Stéphanie, pour moi tout va bien ici, apparemment. Donc il va dire que la jouissance du pervers, elle a une particularité. C'est donc que la jouissance, elle est possible que si elle a des talons aiguilles. Donc il va lui demander de mettre des talons aiguilles. Donc il va lui demander de mettre la culotte rouge ou non, l'élément qu'il va vouloir utiliser. Cette différence le menace. Exactement, cette différence le menace. Il a peur de perdre, non, de perdre ce qu'il a. Donc, il va toujours jouir de la même façon. Avoir la possibilité de la jouissance, mais uniquement avec cet élément. Et il s'agit en fait d'une jouissance qui est assez facile donc à obtenir, puisqu'il suffit qu'elle porte les talons aiguilles et pour lui tout va bien. Or ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire premièrement qu'il va avoir une jouissance mesquine, hein. C'est une jouissance mesquine dans le sens où c'est seulement avec ça. Et en plus, non seulement c'est une jouissance mesquine, sinon qu'il va transformer la femme en un objet. C'est-à-dire qu'il élimine le sujet, la femme n'est même plus une personne, c'est comme un objet. Non, il l'a transformée en objet. C'est pour ça qu'il a la capacité d'obtenir toujours une jouissance.
mesquine, réduite, limitée, mais il se débrouille comme ça. D'ailleurs, on va dire que le pervers ou celui qui, heu, le fétichiste, on va dire plutôt, non, il ne se considère pas, il se débrouille très bien, avec ça et qu'en général, ce sont des gens qui ne vont pas consulter pour ça. Ils vont consulter pour autre chose, mais pour ça, ils ne vont pas consulter. Donc, mmh, donc c'est pour ça qu'on dit, René dit, «Le pervers est forcément un homme». Pratiquement, Vanessa, pratiquement. Il y a très peu de femmes, hein. Non, puisque c'est une question, c'est en relation avec la menace de perdre et la menace de perdre, la femme n'a pas, non? Donc, puisqu'elle a déjà perdu. Donc, ce qui lui arrive à la femme, c'est autre chose, non? René dit: «En même temps, on peut aussi penser que le talon aiguille, c'est une façon de retrouver son phallus». Oui, donc il va dire qu'il ne choisit pas n'importe quel objet, non? On va voir après, si j'ai le temps de vous expliquer pourquoi, non, il va utiliser tel fétiche ou tel autre. Alexandra dit: «Donc au lieu de lui attribuer un phallus, il lui attribue un autre objet». Exactement, donc cet autre objet va avoir la fonction de phallus, d'accord? Va être comme Nina Bonsoir, va être comme un phallus pour lui. Il va l'utiliser comme un phallus. Donc quand on parle le névrosé, en général, quand il imagine pour lui la situation, quand il fantasme, non, la jouissance du pervers, il a tendance à penser que la jouissance du pervers, bah, elle est infinie, qu'elle est illimitée, que lui, il a une jouissance bien supérieure à celle du névrosé, non? Mais en fait, c'est un fantasme du névrosé. Parce que le pervers, en réalité, il a une petite jouissance, non? Une petite jouissance par rapport à cette jouissance immense que l'imagine, que suppose le névrosé. Mmh. Donc le fétiche, ben, ce qu'il fait, c'est il va avoir donc la fonction de protection contre l'angoisse de castration, hein. Donc que l'angoisse de castration, elle est liée à la perception de l'absence de l'organe phallique chez la femme, hein. Et avec la négation de cette absence. Donc avec son fétiche, il nie la différence sexuelle. La femme n'existe pas, il la transforme en objet, d'accord? Donc vous voyez, c'est un quelque chose, c'est une maladie qui est assez bah, dans tous les cas, tous les mécanismes exagérés, ce sont des maladies qui sont parce que, elles sont des, maladies qui sont importantes, non? Que la Reconnaître la différence sexuelle, c'est aussi un travail. Se séparer de sa mère, c'est un travail psychique et accepter la différence sexuelle, enfin l'accepter en soi-même, parce que réellement ce qu'il faut, c'est accepter sa propre sexualité, la propre complexité de sa sexualité. Donc, il y a quelqu'un qui dit qu'il n'est pas d'accord. Je ne suis pas d'accord sur le fait que le pervers soit uniquement un homme. Beaucoup de femmes le sont, même inconsciemment. Nous avons tous un fantasme, une partie qui nous rend un peu honteux lorsque nous y pensons. Non, mais il ne s'agit pas d'un fantasme. Non, le fantasme, c'est pas un fantasme. Elle doit porter la culotte rouge. Elle doit porter des talons hauts. Non, que c'est pas un fantasme. Bien sûr que nous avons des fantasmes pour faire l'amour et que nous pouvons d'ailleurs en parler, qu'il est préférable d'ouvrir la bouche et d'en parler avec l'autre pour que ce soit encore plus excitant. Ça, c'est une chose. Une autre chose, c'est avoir besoin de ce fétiche, non? Et je sais bien, mais quand même, Gaël, bonsoir. Louis Ferdinand, à quoi bon savoir ces théories si l'on ne s'inscrit ni dans l'une ni dans l'autre? Désolé, je zappe. Samy, bonsoir. Donc, on va voir qu'est-ce qu'un pervers narcissique? Bah, écoutez, on est déjà en train de voir ce que c'est qu'un pervers ou un fétichiste, non? Après, on verra, je veux dire, on va déjà essayer de le comparer un petit peu parce que le névrosé, par exemple, l'attitude du névrosé, comme on disait, c'est quelqu'un qui, face à la castration, lui, il va réprimer, non? Il va avoir une attitude de répression. Donc le mécanisme du déni existe chez l'homme et la femme. Si, pero vous avez déjà vu des femmes utiliser des fétiches, comme ça? Non. Parce que bien sûr que la femme, elle va avoir c'est un scénario et non un fantasme. Et alors ensuite on va dire,
Donc Freud, il va dire que le fétiche, c'est un monument au phallus. Hein, c'est-à-dire qu'il prend la place du phallus, donc cette attribution infantile, hein, en disant que la mère a un phallus, donc il lui attribue quelque chose qu'elle n'a pas, et que quand pour ne pas voir cette situation, il nie cette absence de phallus et il met donc un objet à la place. C'est quoi le problème d'avoir peur de perdre, Brigitte? Non, la femme n'a pas peur de perdre. La femme, elle envie ce que l'autre a. Elle n'a pas peur de perdre. Elle se reconnaît comme castrée. La femme, elle se reconnaît comme castrée. Donc, on disait que, donc on va dire que le fétichiste, en général, il ne va pas arriver dans une consultation de psychanalyse puisqu'il ne considère pas que ce qu'il a, c'est un problème. C'est-à-dire qu'ils sont tout à fait conformes avec ce qui leur arrive et que c'est seulement non, qu'ils vont le considérer comme un symptôme pathologique quand ils vont trouver que leur jouissance est vraiment trop limitée. Mais en général, ils se retrouvent très bien dans cette situation puisque la jouissance va dépendre d'un objet, ne va plus dépendre exactement d'une personne, non? Donc ici, on continue. La femme a le même problème pour certaines. Un homme devrait porter un haut, en particulier un masque pour cacher son visage. Mais ça, c'est pas un fétiche. Le regard du petit garçon se détourne et tombe sur les pieds, les talons et les sous-sous-vêtements, il me semble. Exactement, Sandrine. C'est-à-dire que le petit garçon, pour quand il va voir l'absence qu'il ne supporte pas, il va baisser la tête. Non, c'est une image, non? Mais c'est pour justifier, il va donc baisser le regard et il va tomber sur un autre objet. Donc les chaussures, les culottes, non? Donc c'est tout ce qui va être un petit peu en dessous et qui va utiliser pour couvrir cette absence qui est pour lui insupportable. Et donc je répète, pour lui c'est insupportable parce que ça veut dire que si elle, elle n'a pas, ça veut dire que lui, il peut perdre. Mmh. Non, Isabelle, le voyeurisme n'a pas le même mécanisme que le fétichisme. Non. Non, ça c'est plus, en relation donc avec une autre type de satisfaction, non, de la pulsion du regard escopique. Bon, alors elle n'a pas peur de perdre son pénis puisqu'elle n'en a pas. Donc elle a peur de perdre autre chose peut-être, qui serait, non? On va étudier pero et Lounès, hola, Simona, bonsoir, la Vivi, vous, bonsoir. Donc ensuite on va voir, alors on va voir. Non, parce que quand on dit que le fétiche est un monument au pénis, c'est un monument au pénis de la mère. Non, c'est-à-dire c'est un monument au pénis que la mère n'a pas, non, au phallus maternel. Donc quelque chose qui n'existe pas, non, et que pour lui, il a besoin que ça existe parce que sinon c'est, insupportable. C'est-à-dire que le sujet, il est dans une position où il va rejeter la castration maternelle. D'accord? Donc la femme, effectivement, il y a des femmes aussi qui vont continuer à attribuer à leur maman quelque chose de fantastique, non? Qui vont mais en général, c'est plus ambigu, non? C'est beaucoup plus ambigu et donc Anne, bonsoir et donc alors attendez, je vais regarder donc il va donc et pour nier la castration maternelle, ce qu'il fait, c'est qu'il va répudier cette castration, mmh, que c'est une opération particulière. Le névrosé va réprimer et le fétichiste, il va répudier. Donc on va voir par exemple, quand on parle de ces tendances donc sexuelles, non, dans les films, dans la littérature, où on va mettre des étiquettes sur certains pervers, en parlant de la perversité, il ne s'agit pas de cette perversité. Puisque la perversité, c'est quand il y a la possibilité de jouir que d'une seule manière. Hein. Par exemple, il y a un exemple que donne Miguel Menassa, le directeur de l'école de poésie et psychanalyse Grupo Zero, et il dit: «La perversion, c'est la claque que je donne à ma femme à 7 heures du matin
ou la perversion, c'est 7 heures du matin. D'accord? C'est-à-dire, ne nous laissons pas influencer par le fait que la perversion, ça peut être un geste violent, quelque chose, non, de pervers avec des pratiques sexuelles particulières. Il dit non, la perversion, c'est en relation avec quelque chose où à 7h30 du matin, je dois le faire obligatoirement, lui donner une claque. Et ça, c'est ma perversion. Donc Céline dit: «S'il y a refus de castration, il n'y aura donc pas entrée dans le DIP». Si, si, le DIP, non, on parle ici le fétichiste, c'est toujours un adulte. Non, on ne parle pas de l'enfant, non, c'est l'adulte qui, quand il a dû passer donc cet enfant par ce processus d'apprentissage, non, il s'est détenu et d'ailleurs on s'est sans doute tous détenus face à cette attribution phallique de la mère, mais après l'adulte, il prend une position, il en prend une autre. Donc attendez, Céline disait: «Donc pas d'accès à l'interdit d'inceste posé». Si, si, il y a toujours Céline. D'accord? C'est-à-dire que tous les êtres humains sont passés par ce développement quand ils arrivent à l'âge adulte. Ils sont passés par ce développement sexuel, ils sont constitution parce que sinon c'est comme dire qu'ils n'ont pas d'inconscient. Impossible. Un être humain qui parle a un inconscient. D'accord? Mais ce qu'il va faire après, c'est comment il va régresser. Où il va régresser. De quelle manière il va réprimer, forcluer, réprimer. Donc c'est la manière dont il va rejeter cette vérité qui le rend humain. Qu'il y a deux sexes, un homme, une femme. Bon. Donc, et c'est ce que le sujet ne supporte pas. Parce que ces deux sexes, l'idée qu'il y ait deux sexes pour l'être humain, il ne le supporte pas parce que ça veut dire qu'il est mortel, comme un animal, comme les animaux. Il est tout aussi mortel que les animaux. Donc le sujet, non, face. Le sujet de manière psychique, c'est pas dans la conscience. D'accord? Dans la conscience, le sujet, il sait qu'il existe les femmes, que les femmes ont un vagin, il sait que les hommes, ils ont des érections, qu'il y a comment fonctionne la reproduction. Bien sûr que dans la conscience, il sait tout. Mais quand on étudie le comportement de ces adultes, on voit qu'ils continuent à agir comme s'ils avaient les notions du petit enfant. D'accord? C'est-à-dire qu'ils sont, non, comme ils ne savent pas faire face, ou qu'ils n'arrivent pas à faire face à ce que réclame la réalité, ben, ils se réfugient dans des attitudes infantiles. Alexandra dit: est-ce que des personnes vont consulter pour régler ce problème de perversion dans leur vie, ou bien ces gens ne voient pas de contraire à vivre avec? Exactement, c'est ce qu'on disait, Alexandra. C'est-à-dire que pour eux, ben, ce n'est pas un problème. Il faut qu'il donne sa claque à 7 heures du matin, ben, il donne sa claque à 7 heures du matin. Et c'est comme ça, non, qu'il prend son pied, comme on dit. OK? Donc, pour eux, c'est pas un problème, justement parce que c'est beaucoup plus facile. Ils n'ont pas besoin, non, que pour avoir la possibilité d'avoir une sexualité, avec une jouissance multiple, c'est un travail. Ça tombe pas du ciel. C'est quelque chose qu'il faut, non, il faut élaborer, on va dire. C'est un travail à faire. Donc, par contre, pour le fétichiste, bah, c'est vachement plus facile. Il suffit de la petite culotte rouge et puis ça y est. Caroline dit donc le fétiche est une sorte de stratégie pour rétablir le phallus maternel. C'est ça, Caroline. Comment peut-on diagnostiquer un pervers sans faute? Qu'est-ce que ça veut dire sans faute? Sans se tromper dans le diagnostic. Alors, ma question c'est, parce que ça c'est quelque chose aussi qui va être très important dans la formation et dans l'éducation des enfants, et ça, le fétiche c'est 7 heures du matin. Oui, Sylvie, le fétiche c'est 7 heures du matin. D'accord? Donc après, il faut aller voir, non? Je veux dire que c'est une phrase d'exemple pour montrer qu'on pourrait penser que c'est la claque qu'il a besoin de donner. Non, c'est 7 heures du matin. Non, tu ne peux pas se laisser prendre par ce qui est par l'apparence. D'accord? Donc, ce qu'il va voir, c'est que c'est très important pour laisser les gens, pour leur permettre de se transformer. Et avec le patient, c'est très important en psychanalyse de ne pas lui mettre d'étiquette. Si on lui met une étiquette, comment on va lui donner la possibilité de se transformer? D'accord? Sinon, il est préférable de ne pas leur mettre d'étiquette pour que, non, il y a des pervers qui souffrent de leur fétichisme. Peut-être, je ne sais pas.
Mais c'est pas Freud, il a dit, non, que quand ils considèrent que c'est pathologique, c'est là où ils peuvent aller parce que, c'est une jouissance tout à fait limitée et donc ce que je voulais dire, c'était, donc l'idée, c'est que quand on va utiliser donc ce fétiche, non, ce qui va être important quand on va utiliser ce fétiche, c'est que en fait, on va faire disparaître la personne avec qui on est. Cette personne disparaît et on le transforme en objet. C'est-à-dire ce qui devait être une relation entre une personne et une autre personne, ça devient entre le pervers ou le fétichiste et un objet. D'accord? Donc, mais ce qui lui permet donc de pouvoir répéter à sa convenance, non, certains éléments. Et donc, la maturité sexuelle veut dire quoi? Avoir la possibilité d'avoir une manière de jouir en plénacime, de pouvoir, jouir et pas jouir simplement de ses parties génitales, sinon de jouir de tous les verbes qui sont à notre disposition dans la vie, on va dire. Hem, Anna dit, s'il y a symbiose avec le oui, oui, si la femme accepte d'être un objet, pour son conjoint, pourquoi pas? De toute façon, c'est comme ça qu'il fonctionne, hein. Il cherche une femme qui va accepter de ne pas avoir de désir. Non, parce que si elle se transforme en objet, ça veut dire qu'elle n'a pas de oui, en objet, ça veut dire qu'elle n'a pas de désir. Donc elle se laisse, non? Elle laisse que c'est lui qui décide et donc effectivement, ce n'est pas un problème dans la relation, non? Marine dit: «Se transformer, c'est-à-dire?» Que quand on est pervers, on n'est pas pervers. Quand on commence une psychanalyse, on ne va pas être pervers toute notre vie, hein. C'est-à-dire que le pervers, c'est la personne qui a pas d'érection, qui est impuissant si les conditions ne sont pas données. Donc la psychanalyse, qu'est-ce qu'elle va nous offrir? Elle va nous offrir la possibilité de non seulement jouir de cette façon-là, mais de jouir d'une autre manière, de jouir avec d'autres choses. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a la possibilité d'agrandir d'agrandir les possibilités de l'être humain, puisque l'être humain, il a la possibilité de jouir, non? Avec beaucoup plus de choses que, la vie d'un pervers qui est très limitée. Parce qu'une relation sexuelle, c'est quoi? C'est la rencontre de 2 sexualités différentes. Ce sont 2 sexualités différentes qui vont se rencontrer. Donc quand le pervers, il transforme son partenaire en objet, alors il n'y a que sa sexualité qui existe. La sexualité de l'autre n'existe pas. Claro, parce que le pervers, en général, il ne veut pas commencer sa psychanalyse qui modifierait sa position. Et en fait, c'est une position pour lui qui est tout à fait commode, qui est tout à fait pratique. Hein. Paul dit, certains pensent que les orientations sexuelles hors hétéro sont des perversions ou du fétichisme. Que pensez-vous? Oui, c'est ce qu'on avait vu, Paul, un petit peu la fois dernière. Donc, effectivement, il y a des gens qui pensent que s'il y a pénétration, non, c'est pas pervers. Mais que tous les autres types de relations sont considérés comme des perversions. C'est ce que va dire Freud d'ailleurs. Puisque dans le même mot perversion, c'est tout ce qui ne va pas se faire pour la reproduction est considéré comme pervers. Alors que Freud va dire oui, mais ça c'est l'être humain, il est comme ça. L'être humain, il est pervers puisqu'il a la capacité de jouir de n'importe quoi, de n'importe comment. D'accord? Bon, Natacha dit: «Si on jouit avec toujours le même fantasme, ce n'est pas pareil?» Et c'est une bonne question. Enfin, je dis une bonne question dans le sens où je ne sais pas y répondre, mais ou pas me précipiter pour y répondre. Parce que, ça ne transforme pas l'autre en objet. Parce qu'on va dire que très souvent pour la masturbation, d'ailleurs on devrait parler de la masturbation la fois prochaine, pour la masturbation en général on utilise, non, ce fantasme. Mais si on utilise un fantasme pour faire l'amour, ça veut dire qu'on n'est pas avec l'autre. Mmh. Alors on insiste sur le pervers narcissique, mais le pervers déjà il est narcissique puisqu'il y a tout est en relation avec lui, l'autre n'existe pas pour lui. Mmh. Le narcissisme, c'est cette position infantile. Donc le pervers, comme il nie la différence sexuelle, donc c'est comme l'époque phallique, du développement sexuel où, tout le monde a un pénis. Donc Claude, mais son désir existe dans l'autre, non? Comment que son désir existe dans l'autre?
Qu'est-ce que ça veut dire? Son désir existe dans l'autre. C'est-à-dire que j'annule mon désir et mon désir, c'est l'autre qui le porte. C'est-à-dire que moi, je ne désire pas. Non, non, chacun a son désir. Après, on va voir que les désirs transmettent des désirs. Une personne qui désire transmet des désirs. Et ça nous donne envie de désirer une personne qui désire. Donc, vous allez voir une exposition d'un artiste, d'un grand artiste, ça vous donne envie d'aller prendre, je ne sais pas, des peintures, des crayons de couleur, de faire de quelque chose. Les grands artistes, ce qu'ils transmettent, c'est ça. Ou je dirais plutôt les vrais artistes, ce qu'ils transmettent, c'est l'envie de nous aussi le faire. Vous avez vu dans la gare de l'Est, là, il y a, je ne sais pas si c'était hier ou aujourd'hui, à Paris, où cette bande d'artistes-là qui propose de danser, danser, non, qu'ils ont transmis leur désir, ils ont été transmis, que tous les gens, ils ont commencé à danser dans la gare. D'accord? Les désirs se transmettent, mais c'est mon désir. Le fantasme n'est pas un objet, nous dit Jasmina. Non, le fantasme n'est pas un objet. Antonio, la sexualité de l'autre, de la femme, n'existe pas. Et aussi, la personne elle-même n'existe pas. Il peut en faire ce que bon lui semble. Dans le cas du pervers, effectivement, Antonio. Exactement. D'accord? La sexualité de l'autre n'existe pas, ça ne l'intéresse pas. Parce que dans une relation sexuelle, non seulement nous allons jouir de notre propre non, situation, sinon que nous allons jouir avec la jouissance de l'autre. C'est pour ça qu'on dit que le pervers, sa jouissance, elle est médiocre. Parce qu'il ne peut pas prendre la jouissance de l'autre. D'accord? Il ne peut pas jouir de la jouissance de l'autre. Alors, Paul dit, dans un autre cas, admettons que le pervers souffre de son fétiche et souhaite le supprimer en consultant un psychanalyste ou un autre thérapeute. Est-ce que est-ce possible de modifier? Bah oui, bien sûr, Paul. Bien sûr que c'est possible de modifier, d'accord? De multiplier. C'est-à-dire qu'on va dire que au départ, il ne s'agit pas d'abandonner sa manière de jouir, il s'agit de pouvoir jouir d'autres manières, que ne soit pas l'exclusivité. Hein. Ce n'est pas quelque chose d'exclusif, puisque c'est ça en fait qui nous rend malades d'une certaine façon, non? Nous sommes malades parce que nous ne pouvons faire qu'une seule chose, que d'une seule manière, non? Donc, on va dire que la position du pervers, c'est qu'il connaît la loi, il sait que la différence sexuelle existe, mais il ne la respecte pas. Et comment il ne respecte pas? Il met le fétiche. Il dit: «Non, non, moi je ne veux rien savoir de cette différence sexuelle». Donc il ne respecte pas la loi de l'inceste qui est la loi de base humaine. C'est-à-dire que c'est cette loi qui nous humanise. Quand nous respectons cette loi de l'inceste, nous avons facilité toutes nos relations sociales. Par contre, le névrosé, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il exagère dans les restrictions. Donc c'est pour ça que lui, il ne se permet pas, c'est pour ça qu'il va imaginer que le pervers a une jouissance illimitée. Alors attendez, je voulais vous dire autre chose aussi. On va voir si j'arrive à le retrouver, parce que Claude dit, est-ce qu'alors c'est lié avec une pathologie du primolien? Merci pour. Alors pareil, on va mettre une étiquette. Pour la psychanalyse, limiter sa jouissance à une culotte rouge, bah oui. Nier la différence sexuelle, c'est pathologique. D'accord? Mais on va dire aussi, Claude, et ça c'est très important aussi de le préciser, de la même façon que si je suis myope quand je ne mets pas de lunettes. Si je mets des lunettes, je ne suis plus myope. Si je vais me psychanalyser, je ne suis plus pervers. J'ai déjà deux jouissances différentes. Je me psychanalyse, nouvelle jouissance dans ma vie. D'accord? Parce que venir parler, c'est une jouissance. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas mettre d'étiquette. Marine, pardon, mais ça fait 2 fois que vous ne répondez pas à ma question. Peut-être ne l'avez-vous pas vu. La perversion n'est donc pas une structure de personnalité. Non, je ne l'avais pas lu, Marine. Mais qu'est-ce qu'on entend par personnalité? Parce que c'est vrai que les mécanismes psychiques, quand on utilise toujours le même mécanisme psychique, ça devient un trait de caractère de personnalité. C'est pour ça qu'on dit que quelqu'un qui a beaucoup de personnalité, bah, c'est quelqu'un qui est très névrosé, parce qu'il n'a pas la possibilité d'utiliser d'autres types de mécanismes. Donc ça peut se comprendre comme non, c'est une exagération du mécanisme. L'hystérique, qui utilise toujours le même mécanisme pour être en relation avec la réalité. Elle séduit, elle séduit, elle séduit, et quand tout d'un coup, elle va arriver à la satisfaction de son désir, poum, elle s'en va, elle disparaît.
Donc on va dire, non, ça fait comme une sorte de trait ou le névrosé obsessif, non? Qui a des traits, qui est, très radin, très radin, très radin, non? Par exemple, donc c'est pareil, c'est des traits pélos, c'est des structures, des mécanismes psychiques. Alors, Rania, le problème, c'est que d'une part, le pervers, comme vous l'avez dit, ne demande pas l'aide d'un psychanalyste. Mais c'est pas un problème. Pour lui, c'est pas un problème. Pourquoi nous, nous voulons résoudre les problèmes que pour lui, ce n'est pas un problème? Attention! D'autre part, notre prof nous a dit que jamais on peut reconnaître le pervers tellement il est si fort. Si on le reconnaît, donc, il n'est pas pervers. Et alors là, vous êtes en train de me dire que apparemment les phrases se sont contredites, non? Premièrement, quand est-ce qu'on va on est en train d'étudier une structure psychique. On n'est pas en train de diagnostiquer les gens autour de nous. On parle d'une structure psychique, d'accord? Pour essayer de comprendre comment fonctionnent les mécanismes de l'être humain, pas de mettre d'étiquette. On ne met pas d'étiquette, on va laisser les gens, non, avoir la possibilité de changer. Quand on met des étiquettes, ça veut dire qu'on est en train d'éliminer la possibilité à l'autre de changer. Non? Il y a un vers du poète Miguel Menasa qui dit: «Il me maintient dans des mots antérieurs. Il veut m'assassiner. Il me maintient dans des mots antérieurs. Il veut m'assassiner». Non, quand on dit: «Mais tu avais dit que tu l'aimais pas, mais tu avais dit que, mais tu avais dit que». Non, on doit donner la possibilité à l'autre de modifier sa phrase et en psychanalyse encore plus. Donc si je lui mets une étiquette, je suis en train de l'assassiner. Je lui donne pas la possibilité de changer. Stéphanie, est-ce que le fétiche, ça pourrait être l'amour? Ah, ça c'est joli. Oui, vous avez raison. Pour les femmes en général, c'est vrai que ça pourrait être une lecture, Stéphanie. Oui, effectivement, ça pourrait être une lecture. Par exemple, qui veut une femme sans cesse dans la démonstration de son amour? Par exemple, de la personne qui veut. Non, moi je pensais plus de la femme, non? De la femme en relation avec l'amour, non? Que la femme et a besoin de se sentir aimée, non? De se sentir aimée comme si c'était justement une attribution, non? Comme si c'est lui donner quelque chose. Donc, Marine, je voyais les structures de personnalité comme séparées en névropsychose, perversion et qu'on ne peut pas changer de structure. C'est pour ça que je ne comprends pas quand vous dites qu'il peut changer. Toutes les structures fonctionnent en nous, Marine. Nous avons tous, quand nous sommes passés, non, par ce processus d'humanisation, toutes nous disposons, toutes ces structures sont à notre disposition. Et que toutes ces structures peuvent être, on va dire que l'hystérique, non, que moi, par exemple, pour donner cette conférence, j'ai besoin d'être un peu hystérique pour pouvoir donner. On a besoin d'un petit peu d'obsession pour pouvoir étudier régulièrement. D'accord? C'est-à-dire que ce sont des mécanismes qui participent à la formation de notre être. Le problème, c'est quand on dit des personnalités fixes, c'est-à-dire que j'utilise toujours ça, qui n'ont pas la richesse des autres possibilités de l'être humain. Donc quand on dit en psychanalyse, on va dire que l'hystérique, elle va pouvoir ajouter des nouveaux mécanismes. Alors, Antonio, le pédophile nie ce que l'enfant peut vivre quand il est abusé. Il fait ce qu'il veut sans tenir compte ni de l'autre ni de l'un. Alors, le pédophile, pareil, alors vous êtes en train de lui mettre une étiquette. On commence, on ne met pas d'étiquette. On écoute ce que le patient va nous dire avant de vouloir le soigner. Qu'est-ce qu'il nous dit de ce qui lui arrive? Parce qu'il faut voir, Antonio, les gens, non, comme le pervers, il va venir pour une autre raison à la consultation et après un an d'analyse, tout d'un coup, il va dire: «Ah, il y a l'histoire de la culotte rouge». Donc il y a des gens qui doivent passer un certain temps d'analyse avant de reconnaître leurs problèmes. Parce qu'on dit que dans une psychanalyse, par exemple, à la première séance, le psychanalyste, il peut savoir quel est le problème du sujet, mais il ne peut pas lui dire. Il ne peut pas lui dire, il faut que petit à petit, lui, il fasse, non, le trajet de se rendre compte quel est son problème. Que quand ça vient de l'extérieur, vous lui dites: «Ah, vous êtes un pédophile», bah, il va partir. Non, il faut le laisser construire ce que lui, en plus, il entend par pédophile. Qu'est-ce que ça veut dire pour lui? C'est pas que tous les pédophiles fonctionnent de la même façon, ni vont chercher les choses de la même façon.
Chacun va en parler de façon différente. Léopold dit les phrases qui commencent par tu, souvent tu. René, help. Bonsoir Clémence, notre guide. Qu'est-ce que vous voulez dire, René? Bonsoir Frédéric. Donc, je vais voir si j'arrive. Donc en général, ben oui, on va voir que le pervers, non, le pervers, dans cette structure, c'est sa manière à lui de nier la différence sexuelle. J'entends bien que l'on puisse avoir des fonctionnements provenant de différentes structures, mais un névrosé ne viendra jamais psychotique. Si? Bien sûr que si. Un psychotique, c'est pas que on n'est pas, c'est pas un truc de naissance. Vous n'avez pas lu le cas de Schreiber? Schreiber, c'était un juge super bien formé, préparé, et je ne sais plus, à 50 ans, et il est tombé dans la psychose. Et très certainement, avant, il devait avoir des symptômes de névrose. Ça n'a rien à voir. Donc, on va dire, il pourrait avoir des fonctionnements psychotiques, mais pas que ça prenne le pas majoritairement. Bien sûr que si, dans son rapport au monde. Si, si, bien sûr. Vous parliez du tabou de l'inceste comme base de l'humanité, de la loi de l'inceste. Un jour, pourriez-vous m'expliquer pourquoi alors ce tabou est si souvent outragé? Ben, dans toutes les pathologies, on va dire qu'il est outragé, Sandrine. D'accord? C'est-à-dire que le sujet a beaucoup de difficultés à renoncer à son premier amour. Il ne renonce pas à son premier amour. Et à son premier amour comme, non, cet attribut, cette maman qui pouvait tout. Même si après on la critique et tout ça. Donc pourquoi le névrosé réprime-t-il les femmes? Pour ne pas accepter la chose la plus difficile pour le sujet, ça va être de constituer sa position, la fonction féminine. Parce que la position féminine, c'est pas quelque chose qui appartient aux femmes, c'est quelque chose qui appartient à tous les êtres humains. Et que pour le sujet, c'est quelque chose qui est très difficile de constituer, de fabriquer. Non? Cette situation, on va dire, euh, entre autres, parce qu'il faut accepter la différence sexuelle. Annie, une femme utilisant un sextoy est pervers ou souffre d'une névrose hystérique? Non, c'est un petit objet qu'elle va utiliser pour, jouir. Après si elle ne fait que ça, non, si elle n'utilise bon et si elle y arrive, attention, parce qu'il faudrait voir si elle arrive toujours à une jouissance à chaque fois qu'elle utilise sa petit appareil, hein. Selon la réponse, je quitte le groupe. Mort de rire. OK. Alors, bonsoir Carlos. Heu Donc, bah oui, les idées de la psychanalyse, non, qui viennent montrer que nous avons deux réalités différentes. Et la psychanalyse, elle s'occupe de cette réalité psychique, pas de la réalité consciente. Non, la conscience, c'est étudié par d'autres. Mais la psychanalyse s'occupe de cette réalité psychique. Non, qui peut se cristalliser à un moment. Parce qu'en fait, c'est vrai que c'est une position marine par laquelle le sujet est passé. Mais que peut-être il n'aura jamais besoin de retourner là. Le névrosé, qu'est-ce qu'il fait? Dès qu'il n'a pas de satisfaction dans la réalité, il fantasme. Il revient dans le passé. Il retourne dans ses satisfactions infantiles. Et donc, et quand il y a une réalité qui lui réclame une autre chose, non? Comme dans le cas de Schreiber, tout d'un coup, on le nomme dans une position qu'il n'arrive pas à faire face à ce que ça signifie pour lui, bah directement, il a une répression bien plus grande et il fait une attaque psychotique. On nous a appris que l'on choisit inconsciemment une structure et que cela constitue notre rapport au monde et ne change pas. C'est ce que j'ai toujours entendu. Mais attention, il n'y a personne qui utilise qu'une structure. On ne pourrait pas vivre. D'accord? C'est-à-dire que toutes les structures sont nécessaires pour que nous vivions. Ce qui se passe, c'est qu'il y a certaines personnes qui vont utiliser un mécanisme beaucoup plus que d'autres. Qui vont, non, utiliser c'est pour ça que quand on dit qu'il s'agit de quantité, si toute mon énergie psychique, elle est mise dans l'utilisation d'un mécanisme, je vais avoir un certain comportement ou un autre. Si j'ai la possibilité
d'utiliser les différents mécanismes qui existent dans l'appareil psychique, non, j'ai cette mobilité de la libido qui me permet donc de ne pas tomber dans des types de pathologies. Donc les structures, on va dire que la structure, l'appareil psychique est le même pour tous les gens. Ce qui va dépendre dans chaque personne, c'est sa manière d'utiliser ces mécanismes. Donc ce qu'on va transformer, ce n'est pas les mécanismes, ce qu'on va transformer, c'est l'utilisation de ces mécanismes, la libido, l'énergie. Comment elle est utilisée, l'énergie. Donc Claude dit peut-être qu'il ne faut pas penser en termes de normalité lorsqu'on aborde la question des structures. Pourquoi? On n'aurait pas la normalité. Parce qu'une chose, c'est qu'on parle de la normalité comme quelque chose qui est possible pour l'être humain. L'être humain a une grande capacité de substitution. D'accord? Tous les objets, Freud il dit dans le texte de la pulsion, il dit l'objet, c'est le plus changeant. L'être humain, il a la capacité de se satisfaire avec n'importe quel objet. Il pourrait changer d'objet constamment. Mais le névrosé, non. Mais le mécanisme normal permet cette capacité de substitution. Donc, heureusement que l'on a accès à tous les mécanismes. À tous les mécanismes, oui. Bon, pour certains, Anna, tout le monde n'a pas accès à tous les mécanismes. Attention, on va voir. Il y a des gens qui, justement, il y a certains mécanismes qui ne peuvent pas les utiliser, mais qui sont là, d'accord, qui sont passés, puisque nous sommes tous passés par la phase orale, par la phase anale, par la phase phallique, par la phase génitale. Nous sommes tous passés par, par ce processus. Donc, tous les mécanismes sont établis. Donc, vous voyez, c'est quelque chose de très passionnant de voir et d'apprendre un petit peu comment fonctionne cet appareil psychique, puisqu'en fait, ce que nous sommes en train de voir, c'est un petit peu comment fonctionne cet appareil psychique et comment, de temps en temps, on peut le voir dans la réalité. Donc, on va voir dans la réalité. Dans la réalité, il y a une manifestation, mais qui ne correspond pas à ce qui se passe dans l'appareil psychique. Non, c'est toujours une déformation. Ce qu'on voit dans la conscience, c'est une déformation. Donc Freud, qu'est-ce qu'il nous montre? Il nous apprend à déchiffrer ce qui se passe dans la conscience pour voir un petit peu, non, d'où ça vient, de quel mécanisme ça vient dans l'appareil psychique. Léopold dit: le mariage est-il donc ce qui convient particulièrement bien en névrosé? Ah, vous dites pour l'objet, pour toujours avec le même objet. Pour être fidèle, non? Mais ne croyez pas, parce que qu'est-ce que la fidélité, Léopold? Qu'est-ce que la fidélité? Non? Parce que comme on disait, il y a des gens qui, pour faire l'amour avec leur mari, ils ont besoin de fantasmer qu'ils sont avec quelqu'un d'autre. Donc, non? Que je veux dire, bon, c'est bien différent de fantasmer que et de continuer à faire l'amour avec le même partenaire en fantasmant avec quelqu'un d'autre, non? Que c'est, quelque chose qui est bien différent. Bon, on continue mardi prochain à la même heure, 21 h, et j'imagine qu'on travaillera un petit peu la masturbation. Non? Ça peut être intéressant. Mmh. Alors alors, ah non, je ne crois pas que nous allons revenir sur, le pervers et le fétichisme. D'accord? Paul demande: «Si on peut changer d'objet au cours de la vie, 2 questions viennent à moi. Peut-on changer consciemment, volontairement d'objet?» Non, c'est quelque chose d'inconscient. Ici, ça ne peut pas arriver consciemment, mais inconsciemment, cela peut-il arriver plusieurs fois au cours de la vie? Donc on va dire que changer d'objet, Paul, ça veut dire que c'est quelque chose qui se fait de façon inconsciente, mais ça veut dire que ma libido, elle est libre. Parce que quand en fait je me marie avec maman, bah, ma libido elle n'est pas libre. Je continue avec la même histoire, avec le même objet. D'accord? Donc le fait, c'est de libérer la libido pour qu'elle puisse donc s'intéresser à d'autres objets. Merci à vous tous, bonsoir, bonne continuation et donc on peut avoir, Paul, beaucoup d'amour tout au long de sa vie, beaucoup d'amour et même plusieurs amours en même temps, non? L'être humain, il est amoureux au moment où il est amoureux, quand il laisse son amour et bah, il peut aller en avoir d'autres. D'ailleurs, vous n'avez pas plusieurs amis, Paul? Bon, je veux dire parce que ce n'est pas que, non, nos relations amoureuses.
Salma, bonsoir. Jasmina, bonsoir. Véronique, Jean-Loup, Sophie et Soane, non? Soane. Anna, Laurine, Anna, bonsoir Anne, Manuela. Alors là, c'est un nom, je ne sais pas comment prononcer. Frakiska Doriotti, Karine, bonsoir. Frédéric, à mardi. Kamal, Frédéric. Carlos, bonsoir. Et Véro, bonsoir, complexe, mais passionnant. Exactement. Il faut accepter qu'on ne va pas tout attraper. Donc, il y a des choses, bon, on a une petite notion, puis après, on continue, il faut continuer, effectivement. C'est complexe, si on ne peut pas l'attraper comme ça, comme on aimerait. D'ailleurs, si on pouvait l'attraper, ben, l'être humain, il serait plus aussi intéressant qu'il ne l'est, non? Et bonsoir Sylvie, Daniel, Claire, Anne, merci à vous, Isabelle, merci, Carinette, Caroline, merci, Sandre. Je vous connais, hein? Fabienne, bonsoir. Et Antonio, bonne continuation, Antonio, Brigitte, merci, Sabine, Annie, très belle soirée à vous aussi, Monique, Léopold, Patricia. Bonsoir Clémence, question, Quentin change de femme régulièrement tout en étant amoureux de chaque et le mécanisme, non, 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 c'est qu'il est toujours dans la même, Patricia. Il est toujours avec la même femme. En fait, il ne change pas de femme, il répète, non? Apparemment, il change de femme, mais il ne change pas. Non? Les Don Juan, par exemple, en fait, apparemment, il change, mais il cherche toujours quelque chose. Olivier, passionnant. Ben, je suis heureuse de voir votre passion, Olivier. Sandrine, bonsoir. Paul, merci beaucoup, Clémence. Ma question allait également vers le changement d'orientation sexuelle, mais on peut y revenir la prochaine fois. Excellente soirée, d'accord. Merci à vous, Anne, Chantal, Bénédicte, Sarah, Charles, bonsoir, Corinne. Et finalement, tout le monde devrait faire une analyse pour se comporter sainement, pour apprendre petit à petit à se comporter sainement. Effectivement, Corinne. Freud le disait, non? Quand il est allé aux États-Unis, il disait j'apporte la peste, non? Et puis après, il a dit que je dois reconnaître que tout le monde devrait se psychanalyser. Merci à vous, Annie. Najat, merci. Laura, Sylvain, Zora, merci. Allez, merci à vous. Bonne fin de soirée et à mardi prochain. Au revoir.